Vous écoutez un balado Innovation. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce début d'automne pour Innovation Plus, des entrevues d'un échange matinal, virtuel et maintenant aux 2 mois, donc bimensuel, où je vais à la rencontre de grands leaders experts en matière d'innovation en santé. Je pose comme d'habitude 2 questions de tête et 2 questions de cœur et j'ai introduit cette année les questions et réponses rapides en 60 secondes pour apprendre à connaître davantage nos chers invités. Aujourd'hui, j'ai 2 collègues, partenaires, complices de longue date parmi moi. Bonjour, bon matin à Diane Côté, présidente directrice générale de MedTech Plus, et notre PDG, notre président directeur général, le docteur Fabrice Brunet. Bon matin à vous deux. Quel plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour Cathy. Alors, la thématique d'aujourd'hui est innovation plus communauté et quartier. Je vais prendre la peine de définir la notion de communauté dans quelques secondes. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Je vous encourage à le faire parce qu'à 8 heures tapant, on réserve 15 minutes pour prendre les questions du grand public. Vous êtes plus d'une centaine ce matin. Merci encore d'être là, aux fidèles et plusieurs d'entre vous qui reviennent à chaque rencontre et je tiens sincèrement à vous remercier. Alors, avant de poser les premières questions de tête, permettez-moi de présenter Diane Côté. Donc, Diane Côté est PDG du consortium industriel d'innovation MedTech Plus, qui, de l'idée au marché, soutient les entreprises scientifiques et cliniciens québécois et canadiens en accélérant la santé de demain via le développement de technologies innovantes et l'investissement dans les PME d'avant-garde. Alors, elle a la chance d'expliciter davantage la mission et la vision de MedTech Plus. Elle est membre du comité exécutif du réseau DHDP dirigé par l'Institut Terry Fox. Diane était membre du comité consultatif sur la santé de l'Agence spatiale du Canada. Elle a été vice-présidente du conseil d'administration des fonds de recherche du Québec Santé et a participé au conseil consultatif des sciences de la vie du ministère des Affaires mondiales Canada. Elle a été membre du conseil d'administration d'Altergo, une OBNL soutenant l'inclusion sociale. Avant de joindre MedTech Plus, elle était vice-présidente Québec de MedTech Canada et elle a également été PDG d'une PME développant des outils d'intelligence artificielle à des fins de gestion de risques cliniques. Bon matin, chère Diane. Bon matin. Alors, première question de tête, puis après je vais présenter mon collègue et partenaire Fabrice Brunet. Parlez-nous de MedTech Plus. Et comment vous avez réussi, parce qu'on parle de communauté. Avant de poursuivre, peut-être définir les communautés, c'est des individus. Au-delà de silos disciplinaires, sectoriels, organisationnels, qui se mettent ensemble en leadership partagé pour atteindre un but commun, une vision commune. Donc, vraiment une définition très inclusive de communauté. Donc, j'en pose la question, parlez-nous de MedTech Plus et comment vous avez réussi à créer des synergies entre les acteurs académiques, industriels, hospitaliers autour de cette mission qui est MedTech Plus? Bien, écoutez, c'est effectivement une communauté. Quand on a commencé il y a 10 ans, on fête nos 10 ans cette année. Hey, bonne fête! Merci. Il y avait 24-25 membres. Aujourd'hui, on est près de 200 membres. Incroyable. Alors, ça s'est bâti avec le temps. Et effectivement, il y a des communautés d'intérêt, mais on parle ici d'une communauté de pratique. Alors, la façon dont on a essayé d'accompagner le groupe, c'était... Dans les premières années, il y avait des mots d'ordre très clairs. Alors, c'était mobilisation, collaboration et l'impact. Et l'impact suit quand les 2 autres éléments sont là. La collaboration est absolument essentielle parce qu'on apprend des autres, on va beaucoup plus loin avec les autres, on assume beaucoup plus de leadership et c'est beaucoup plus mobilisant pour tout le monde. Alors ça, c'est des éléments essentiels. L'autre chose sur laquelle on s'est concentré beaucoup, c'était de maximiser les chances de succès. Alors, ce n'est pas de dire oui ou non, il n'y a rien de blanc ou noir dans la vie, c'est vraiment comment accompagner les gens pour qu'ils puissent arriver à bon port dans le temps. Puis le 3e élément que je dirais, c'était vraiment de regarder comment relier les différents maillons de la chaîne. Et quand il manquait un maillon, c'était de le combler de façon à ce que ce soit un cheminement en continuum avec une équipe qui pouvait aller de l'idée au marché. Pouvez-vous donner un exemple de comment, par exemple, par des moments, il y a des maillons faibles puis que vous réussissez à les combler? Pouvez-vous donner un exemple? Ben, par exemple, oh mon Dieu, il y en a plusieurs, là, c'est l'embarras du choix, justement. Par exemple, à un moment donné, on a vu qu'il y avait une opportunité d'aider les entreprises à avoir les moyens financiers pour bien arriver à bon port. Ils
ce qu'on n'avait pas dans le coffre à outils. Et ce qu'il y avait très, très peu sur le terrain, c'était des outils d'investissement. Alors, on pouvait déjà faire de l'accompagnement avec du financement de projets collaboratifs, avec des grands bailleurs de fonds, évidemment, le gouvernement du Québec en particulier, que je remercie, mais aussi, il y avait ce maillon qui n'était pas là. Alors, par des collaborations, cette fois-ci soutenues par le gouvernement fédéral, on a pu introduire des composantes de financement d'entreprises qui, avec les autres outils, permettaient aux gens d'aller plus loin. Super, merci. Deuxième question de tête. Vous allez porter une attention spéciale sur le vieillir en santé et la place des technologies en santé dans cette thématique-là. Pouvez-vous nous en dire plus et comment allez-vous rallier les acteurs et des communautés autour de cette thématique si importante pour notre société? C'est un grand défi. C'est un très tout à grand fait. défi, Oui. mais l'opportunité est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que le vieillissement, ce n'est pas une journée ou un mois ou une période définie. C'est vraiment un parcours de vie qui nous amène à vivre des moments qui sont toujours le cumul du passé, mais où on a toujours la possibilité d'aller plus loin. Alors pour moi et pour nous, le vieillissement, c'est un objectif, c'est quelque chose qui peut être extrêmement valorisant. Je pense que la COVID a démontré jusqu'à quel point il y avait des choses extraordinaires qui pouvaient être faites pour combler des besoins, mais il y a des choses positives donc, qui en ressortent et qui disent, si on est bien mobilisé, si on utilise des bons outils, on est capable aussi de regarder le parcours et de voir comment est-ce qu'on peut avoir une incidence positive sur la suite à laquelle nous allons tous arriver. Puis on sait qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de vivre beaucoup plus longtemps. Alors, comment maximiser ces moments-là? Bien, l'innovation technologique, je pense, nous permet de faire des grandes avancées. Il y a aussi, comme toujours, l'innovation clinique, mais je dirais que l'innovation sociale est extrêmement importante dans un contexte parce qu'on parle de vie. Alors, si on est capable d'amener ces 3 points-là, puis qu'on reprend certaines des leçons apprises et des meilleures pratiques de ce que je décrivais tantôt, c'est comme ça qu'on se propose de procéder. Super, merci Diane. Maintenant, autour de mon très cher collègue, Dr Fabrice Brunet. Dr Brunet a été au CHU de Cochin de Paris comme clinicien, chercheur, pédagogue, chef des services des urgences. Il a témoigné et géré plusieurs crises, tant à Paris, les attentats de Paris, que la crise VIH dans les années mi-90. Il a fait un saut aussi au CHU de St. Michael's à Toronto. Il a été chef du Critical Care, où le concept de laboratoire vivant, il l'a incarné, il l'a fait vivre à Toronto. Il est venu au Québec comme président directeur général du CHU Sainte-Justine, où il a piloté, entre autres, plusieurs projets Mais grandir en santé. Et depuis 2015, entre 2015 et 2018, il a co-dirigé le CHU Sainte-Justine et le CHUM. Puis il est président directeur général du CHUM depuis le Centre hospitalier de l'Université de Montréal depuis 2018. Il siège sur plusieurs conseils d'administration, dont MedTech+. Bon matin, très cher Fabrice. Première question de tête. Alors, Dr Brunet va définir la définition de quartier, mais qu'est-ce que le quartier de l'innovation en santé? On en entend beaucoup parler. Pourquoi c'est important pour la santé des Québécoises et des Québécois d'aujourd'hui et de demain? Bien, merci beaucoup, Madame Malas, de cette question. Tout d'abord, je dois dire qu'elle va un peu dans le prolongement de ce que Diane a décrit tout à l'heure avec MedTech+. C'est une communauté qui est en fait une communauté d'innovation ouverte, avec à la fois des entreprises ou des personnes qui peuvent être de différents milieux, privés, publics, académiques, non académiques, qui acceptent de travailler dans une vision de innovation ouverte et de confiance entre les acteurs. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se substituer, remplacer ou absorber ce qui existe, puisque justement, c'est tous ces partenaires existants que nous allons essayer d'unir autour d'une vision, donc d'innovation ouverte, pour la santé et pas uniquement pour la maladie. Donc lorsqu'on parle, par exemple, du vieillissement, le vieillissement, parfois on dit même avec une petite note d'humour, commence dès la naissance. C'est vrai. Et en fait, si on veut vieillir en santé, comme Diane l'a dit tout à l'heure, c'est une trajectoire de vie
qu'il va falloir mener pour pouvoir conserver son capital santé. À l'intérieur de ça, il y a des éléments qui sont des éléments propres à la personne, donc ce qu'on appelle la génétique ou bien d'autres manifestations de votre capital héréditaire, et d'autres éléments qui sont plus environnementaux. Tous ces éléments vont contribuer ou non au maintien d'un état en bonne santé ou au contraire, arriver à la maladie. Donc, le but du quartier de l'innovation, c'est que cette communauté travaille sur tous les aspects de la santé pour pouvoir définir avec des chercheurs, mais aussi avec des partenaires de l'industrie, comment accompagner les trajectoires de vie des personnes pour pouvoir maintenir l'état de santé. Il y a donc 3 composantes. Une composante de recherche dans les sciences de la vie, une composante de recherche dans les technologies, en particulier technologies de rupture comme l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Et une 3e dimension qui est la dimension de santé des populations, santé publique et santé personnalisée. Puis vous dites souvent, quand on échange ensemble, vous parlez souvent, il y a un aspect physique, mais ce n'est pas juste un aspect physique. Le quartier d'innovation en santé n'a pas juste un aspect physique, il y en a un, mais ce n'est pas assez pour faire vivre ces communautés-là au sein de quartier. Voulez-vous élaborer un peu là-dessus? Alors, la notion de quartier est toujours un peu confondante. On a toujours l'impression que c'est limité à un endroit précis. En fait, le quartier d'innovation en santé a un lieu physique d'attache parce qu'il faut également que nous puissions échanger, créer des événements dans un environnement, on l'a bien vu pendant la Covid, l'environnement physique nous a manqué, les réunions entre les personnes, mais également c'est une communauté virtuelle avec une plateforme à plusieurs composantes permettant d'analyser les besoins des différents intervenants et de la population et d'apporter des solutions. En plus, cette communauté, qui est une communauté virtuelle, est connectée à 10 autres communautés et 100 autres hôpitaux académiques à travers le monde pour pouvoir trouver des solutions ensemble, les échanger, les apporter, toujours sur cette notion d'innovation ouverte et de confiance entre les acteurs. Quelle est la place des citoyennes et des citoyens, des municipalités et des organismes communautaires dans le quartier de l'innovation en santé au KISS? Alors, Diane l'a bien dit aussi, l'innovation peut être une innovation sociale, une innovation au niveau de la population, au niveau citoyenne, autant que technologique ou de recherche dans les sciences médicales et les sciences de la vie. En fait, la valeur de l'implication citoyenne et communautaire dans le KISS va être la possibilité pour à la fois les citoyens de manifester leurs besoins, d'accompagner les solutions, mais aussi pour l'ensemble des autres membres de la communauté, se rattacher à ce lien qui est le plus fort et qui est de donner tout le sens au quartier d'innovation en santé, c'est-à-dire la santé des personnes, des individus, de la population. Et là, nous allons aussi assister à des mobilisations au niveau, comme on a vu au Danemark, des municipalités, pour qu'on puisse aller chercher sur le terrain, ce que nous avons toujours fait dans tous les endroits où je suis allé, les solutions qui vont être les plus adaptées aux besoins de ces individus, de ces personnes, de cette population ou de ces sous-groupes de population. Merci beaucoup. Passons, on est parfait dans les temps. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, poser vos questions au fur et à mesure. On va les prendre dans 15 minutes. Passons aux questions de cœur. Diane, vous avez occupé des rôles exécutifs importants dans plusieurs organisations. Quelle est la place des femmes comme leaders dans des communautés ou dans les organisations? C'est la même place que celle des hommes, dans le sens où chacun en a une possibilité de contribuer, chacun a des compétences, des expertises. Alors, est-ce que c'est la bonne personne au bon moment, au bon endroit? Alors, pour moi, c'est très, très vaste. Super. Puis comme leader aussi, est-ce que vous pensez que la place des femmes en leadership au sein d'organisations de communauté est importante? On est représentant de notre société puis de notre vécu, autant que nos collègues. Alors, d'avoir des images de leadership de personnes qui sont qui ils et qu'elles sont, c'est une image juste qui reflète bien notre société. Pour une bonne représentativité. C'est une représentativité.
Docteur Brunet, une première question de cœur pour vous. Vous avez dirigé plusieurs équipes et organisations et vous avez incarné l'inclusion et la diversité et vous les considérez comme une richesse. Quel est le plus grand impact de cette inclusion et diversité et leur valeur ajoutée dans les communautés et les organisations? Mais je pense que nous avons, et puis on a un peu discuté tout à l'heure, un rôle très important à jouer tous ensemble au niveau de la population pour que la santé soit un bien partagé et une richesse pour tous. Il faut bien comprendre, puis là Diane le fait comme d'habitude avec son honnêteté puis sa grandeur, mais il y a des moments où il y a eu plus de difficultés, par exemple pour les femmes, à accéder à des postes de dirigeants. Peut-être pas pour Diane qui a effectivement brillé toute sa carrière, mais il y a quand même des moments où, que ce soit dans le cadre des différences culturelles, des différences ethniques, des différences religieuses, des différences de genre, il ne faut pas se le cacher, il y a des difficultés. Mais en revanche, si on inclut l'ensemble de ces points de vue, de ces opinions, de ces valeurs individuelles et collectives, là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin ensemble, aussi bien ceux qui ont besoin que ceux qui répondent à ces besoins. Donc, dans l'ensemble de toutes les organisations dans lesquelles j'ai travaillé, on a toujours eu une diversité à tous les étages et tous les niveaux de nos organisations pour bénéficier de l'enrichissement personnel et collectif de cette intelligence qu'on décrit souvent comme une intelligence collective, mais qui doit permettre à chacun de s'exprimer pour qu'elle soit réellement collective et partagée. Et c'est une richesse que j'ai toujours défendue, mais pour moi, il n'y a pas eu tellement, peut-être comme pour Diane, il n'y a pas eu tellement besoin de la justifier ou de la défendre. Pour moi, elle était naturelle. Oui, puis pour travailler à vos côtés au quotidien, on le sent. Puis est-ce que vous diriez que la diversité et l'inclusion rend les organisations, les communautés plus performantes, plus créatives, répondant mieux aux besoins? Tout dépend de ce que vous appelez performance. Parce que le problème, là, il faut qu'on fasse bien attention, c'est un mot qui a différentes significations pour les gens. Est-ce que ça crée de la richesse collective, sociale? Est-ce que ça améliore le fonctionnement des équipes, le fonctionnement des organisations? Je pense que oui, et je pense que les différentes organisations dans lesquelles nous avons mis en pratique cette équité, diversité, inclusion ont toujours bénéficié. Maintenant, quand on parle de performance, il y a d'autres personnes qui vont penser peut-être en termes d'efficience ou en termes d'autres moyens de mesure. Je ne sais pas, nous avons adopté toujours une vision globale de la valeur qu'apporte un individu ou une collectivité. On appelle ça la roue de la valeur. Et il y a aussi bien les aspects financiers que les aspects humains, que les aspects santé des populations et les aspects équilibre de nos équipes et épanouissement, ainsi que la 5e dimension qui est l'enrichissement des connaissances. Lorsqu'on prend cette approche globale de la valeur, dont la performance fait partie, la réponse est 100 fois oui. Maintenant, si on mesure chacun des éléments de façon indépendante, on va peut-être pouvoir trouver des résultats qui peuvent varier d'une organisation à l'autre, mais la somme totale est toujours positive. Super. Diane, sur une base plus personnelle, on parlait de vieillir en santé. Pourquoi ce sujet-là vous tient à cœur? Il y a des raisons personnelles. Évidemment, j'ai vécu avec mes parents, alors j'ai vu cette étape-là de leur vie. Mais plus récemment aussi, nous avons accompagné la mère de mon mari, qui est demeurée chez elle, autonome, jusqu'à 96 ans. 96? 96. Quand même. Et évidemment, elle avait certains défis de santé, etc., mais c'était vraiment une personne, une force de la nature, dans la mesure où elle subvenait bien à ses besoins, etc. C'est sûr que ça a pris un accompagnement important. Mais ce n'était pas juste nous, c'était l'ensemble de la famille. Alors, c'était les frères, les sœurs, c'était les petits-enfants aussi qui contribuaient. C'était vraiment une occasion extraordinaire de voir la famille ensemble,
Puis au-delà de ça, c'était son voisinage. Les enfants revenaient de l'école et ils arrêtaient pour la saluer sur son perron. Ouais, les voisins. Oui, les voisins, les voisins à côté ou à la cour arrière, ils venaient dire bonjour, etc. Alors, c'était une opportunité extraordinaire de se retrouver et de faire des choses ensemble, puis de pouvoir apprécier la sagesse et les connaissances et l'affection que cette personne-là pouvait apporter à tout le monde autour d'elle. Et ça, je trouve que ça peut se retrouver partout. C'est juste mon expérience personnelle à moi, mais que j'ai tellement appréciée. Ah oui. Et donc, étant donné qu'on a des solutions qui sont possibles aujourd'hui pour aider à relever certains défis, puis il y a des défis qui peuvent quand même être importants. Là. Elle a été très chanceuse de maintenir son autonomie pendant très, très longtemps. C'est pas tout le monde qui peut vivre dans des conditions aussi extraordinaires, mais on a des solutions qui peuvent être apportées pour tout un ensemble de défis. Et comme les solutions sont là ou qu'on a l'occasion de les bâtir et de les construire et vraiment de les raffiner, ben, il me semble que c'est quelque chose qui veut dire que c'est un impératif et qu'on est capable de relever ce défi. Ah oui, il faut le relever. Il faut, puis tout à fait. ce que ces gens-là ont à apporter à l'ensemble de leur entourage, c'est vraiment magique. Étant donné qu'on a encore un peu de temps, Dr. Brunet, vous parlez souvent de l'implication, vous parlez de l'engagement, mais surtout l'implication citoyenne. Pourquoi c'est important de garder nos personnes plus sages en santé pour qu'ils soient impliqués dans notre société? Je pense que Diane vient de très bien l'expliquer. Cependant, je voudrais juste faire une petite nuance. Là, on a un cas d'une personne qui est allée dans un grand âge, mais qui est restée avec 3 atouts. Un premier atout, elle était peu dépendante et en particulièrement intellectuellement, ce que Diane nous explique actuellement, elle contribuait et elle était un modèle de rôle pour sa communauté. Tout à fait. Deuxième élément, elle avait une famille et pas une famille, juste une personne, un aidant naturel ou une aidante naturelle, mais une famille aidant. Donc ça, c'est un point important. Le troisième, c'est qu'elle avait une maison. Oui. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, puis c'est là où je reviens un petit peu à ce qu'on discutait avant en termes de diversité, d'inclusion, on n'a pas tous cette chance. Non, tout à fait. Ah, absolument. Donc, je pense qu'il y a, et puis tout à l'heure, ce n'était pas une boutade quand je disais on commence à vieillir après la naissance, parce qu'il y a des gens qui, à 40 ans ou 50 ans, sont déjà dépendants, voire même plus jeunes. Il ne faut pas oublier non plus les personnes avec un handicap. Oui. Là, j'étais récemment à une levée de fonds pour des personnes qui étaient handicapées suite à une lésion médulaire, traumatique ou autre. On n'est pas égaux en termes de chance par rapport au vieillissement. Alors, je pense que c'est un peu ça aussi. Puis le KISS va s'impliquer très fort pour aider MedTech. En fait, nous allons travailler ensemble pour aller chercher un ensemble d'éléments de ressources, aussi bien au niveau de Montréal, du Québec, mais aussi au niveau international, parce qu'il va falloir qu'on s'adapte aux besoins quasiment individuels des personnes qui vieillissent. Et puis, on a tous envie que ce soit cette solution-là, mais elle n'est pas toujours possible. Non. Oui, tout à fait. Dernière question de cœur pour vous, Dr. Brunet. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien à poursuivre votre engagement et implication citoyenne pour la santé du Québec? Mais tout d'abord, le Québec m'a très bien reçu. Donc, quand on est bien reçu quelque part, on a envie de contribuer et on a envie d'aller plus loin que ce qu'on a pu réaliser déjà ensemble ici. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, la santé des populations, celle du Québec, mais pas que celle du Québec, est de plus en plus à risque. À risque avec, vous avez vu les crises sanitaires, puis il y a plusieurs agents infectieux qui arrivent.
il y a aussi les risques liés à la violence. On n'a pas besoin tous d'avoir des guerres. Vous avez vu que souvent, maintenant, il y a des attaques à armes à feu ou à armes blanches, même chez nous. Et puis, il y a tout l'enjeu climatique. L'enjeu climatique, aujourd'hui, ce n'est pas un mythe. Vous allez dans plusieurs pays dans le monde et vous voyez qu'il commence à y avoir de la sécheresse partout, des zones qui ne seront plus habitables. Il va donc y avoir des mouvements de population, il va y avoir des guerres, il va y avoir de l'émergence de nouvelles maladies ou d'anciennes. Hein, donc, regardez la rougeole, regardez la poliomyélite, regardez le choléra actuellement, qui est en train de redémarrer dans plusieurs, sans que l'Ebola, etc., ait disparu par ailleurs. Donc, globalement, la santé, pourquoi je m'intéresse à la santé aujourd'hui, c'est qu'étant médecin, ayant toute ma vie travaillé pour traiter les maladies, les prévenir, les guérir, autant que faire se peut, maintenant, je pense qu'il faut aller un élément plus loin vers la santé. Il faut aller chercher les déterminants de la santé qui vont peut-être aussi nous permettre, dès le plus jeune âge, de penser comment vieillir en santé. Ah, tout à fait. Alors, je vois les questions rentrer, c'est superbe. Continuez à les poser. Je vais les poser dans exactement 4 minutes. On est rendu à la période de questions-réponses rapides. Questions en 25 secondes, réponses en 60 secondes. Je commence par Diane. Quelle est une grande fierté? Peut-être pas la plus grande, mais parce que vous en avez plusieurs, mais une de vos grandes fiertés. Sur une base très personnelle, c'est de voir ma famille, Oui. et voir comment est-ce qu'ils avancent puis qu'ils saisissent la vie. Sur une base professionnelle, je reviendrai à un mot que le docteur Brunet a dit tantôt, c'est contribuer. J'espère avoir pu contribuer à pousser les limites un petit peu plus loin, puis à toucher les gens avec des solutions qui peuvent les aider. Fabrice? Même question? La même question. Okay. On m'a souvent demandé, est-ce que vous êtes fier? Je ne suis pas fier. Je n'ai jamais eu de fierté. C'est plutôt, je suis heureux. Donc, de quoi êtes-vous heureux? Je suis heureux, comme dirait Diane, d'avoir contribué, mais surtout de ne jamais avoir perdu de vue que la médecine, c'est avant tout des relations humaines. Même si la connaissance, même si les sciences, même si les technologies peuvent aider. Mais actuellement, je réfléchissais là récemment dans un train où j'étais. Et en fait, le plus important, c'est d'avoir toujours gardé en tête que ce sont des relations humaines avant tout. Et je ne les ai jamais perdues de vue. C'est pas toujours facile parce que le côté recherche, le côté innovation technologique, souvent on me dit, tu aimes l'innovation? Oui, j'aime l'innovation parce qu'elle permet de mieux servir l'humain. Super. Deuxième question et réponse rapide. Diane, une action clé de société à mettre de l'avant pour avoir le Québec innovant en santé de demain. Focuser sur la qualité de vie. Si j'avais à résumer de façon très sommaire, mais avec des implications très larges, c'est focuser sur la qualité de vie des individus. Super. Dr. Brunet? Investir dans la santé, même s'il ne faut pas sacrifier l'économie, c'est quand même plus important la santé de la population que le développement économique. C'est la vraie richesse, elle est là. Oui, tout à fait. Une personne qui vous a marqué ou un groupe d'individus qui vous a marqué dans votre carrière? Diane? Moi, je vais en donner deux. Deux? Parfait. C'est correct, parfait. Alors, la première personne, je dirais, c'est mon père. Parce que, d'ailleurs, il était directeur général d'un hôpital ici à Montréal. C'est vrai. Et ce que j'ai vu dans son parcours, c'était son engagement et sa valorisation, sa priorisation des équipes. C'était vraiment quelque chose qui se démarquait avec lui. Puis l'autre personne a ces composantes-là aussi. C'est mon conjoint et il rallie aussi audace et ténacité. Excellent, merci Diane. Dr. Brunet? Moi, je dirais que c'est les équipes avec qui je travaille au quotidien, quel que soit d'ailleurs le pays où j'ai travaillé. C'est l'engagement humain pour pouvoir soulager l'autre, si possible le guérir, en tout cas l'accompagner. Excellent, merci à vous deux. C'est
Place au public maintenant. Donc, on va prendre des questions du public. Vous pouvez j'en vois qui rentrent au fur et à mesure. N'hésitez pas d'en poser. On a un bon 15 minutes ensemble. Première question. Comment faire en sorte de créer des ponts entre les différentes communautés, réseaux entrepreneuriales, académiques et industriels? Diane. Comment bâtir des ponts? Oui, comment faire en sorte de créer des ponts? Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'était de commencer par faire connaître les gens. Alors, on a bâti des événements, des rendez-vous où les gens se présentaient, disaient ce qu'ils étaient en train de bâtir, puis l'objectif de leur innovation, que ce soit la perspective d'un industriel, d'un entrepreneur, d'une entreprise petite, moyenne, grande, internationale. Les scientifiques qui souvent travaillent sur une technologie spécifique ou quelque chose de très, très, très ciblé qui a beaucoup de potentiel, et aussi de présenter les cliniciens qui ont la connaissance de l'humain, du patient, pour voir comment les différents morceaux du Lego pouvaient être mis ensemble pour trouver des solutions qui avaient une valeur ajoutée d'abord pour la personne qui allait recevoir des soins, puis ensuite avec la contribution de chacun. Et ça, dans un grand nombre de cas, ça a bâti des ponts, des équipes, et ça l'a mobilisé de façon non seulement au début, mais on voit les mêmes équipes revenir souvent dans le temps. Alors, c'est des ponts, mais c'est des liens. Dr. Brunet, voulez-vous ajouter un complément de réponse à cette même question? Comment faire en sorte de créer des ponts? Je pense que pour créer des ponts, il faut tout d'abord avoir une vision commune. Une entreprise, je ne parle pas ici de privé-public, mais une entreprise, une communauté doit partager une vision qui va mobiliser les gens autour de cette vision. Deuxième, c'est qu'ils doivent adhérer à des valeurs qui sont des valeurs communes. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le KISS. Donc la vision, c'est la santé de la population, l'améliorer. Les valeurs, c'est ce qu'on a décrit, c'est de l'innovation ouverte pour le bénéfice de la population, avec une confiance entre les acteurs. À partir de là, après, il y a un langage. Il va falloir développer un langage pour que les mots signifient, en tout cas, la même chose dans les discussions. Ça ne veut pas dire que le mot ne peut pas avoir une autre signification en dehors de nos discussions dans cette communauté. Et puis aussi, il faut une chose qui est très importante, c'est démontrer la valeur et rapporter à tous les acteurs leurs résultats en termes de valeur des actions, qu'elles soient individuelles, corporatives ou multipartenariales, entre multipartenaires. Mais si on ne donne pas ce retour sur l'impact en termes de valeur de nos actions, les communautés ne durent pas. Tout à fait. Merci à José pour cette très bonne question. Prochaine, 2 bonnes questions. Dr. Liberman, quel élément spécifique le KISS a-t-il mis en place pour encourager et aider les cliniciens ayant de bonnes idées afin de les aider à traduire ces idées en projets, entreprises à succès? Dr. Brunet. En fait, le KISS est une communauté de multiples partenaires. Il y a à peu près ici une centaine de partenaires à Montréal et, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout un écosystème mondial avec un réseau à la fois de plateformes ou de hubs d'innovation, une dizaine dans le monde, plus une centaine d'hôpitaux académiques. Donc pour un chercheur, il y a tout d'abord cette communauté qui va lui permettre de tester ses idées, de valider ses idées, de regarder en termes de bénéfices sociaux, de bénéfices économiques, quelles vont être les perspectives ou le retour sur investissement pour ce chercheur. Le deuxième, c'est que durant toute la phase de développement ou de valorisation de sa découverte ou de son idée, il va y avoir un ensemble d'accompagnateurs qui seront définis en fonction de ses besoins aux chercheurs, grâce à l'équipe d'assembleurs ou d'assemblage que le KISS va mettre à disposition afin qu'il y ait une adéquation permanente entre le besoin, ici exprimé par un chercheur, ça pourrait être une entreprise, ça pourrait être le gouvernement ou autre, une communauté, une municipalité dont on parlait tout à l'heure,
qui ensuite va avoir tous les intervenants alignés autour de ce besoin pour que ce soit un succès. Et là encore, mesure de la valeur continue, réajustement s'il y avait un écart par rapport aux résultats attendus. Excellent, merci. Autre question de Dr. Lieberman. Pour vous, Diane. Outre l'idée, quel est selon vous l'élément le plus important pour le succès d'une start-up en MedTech? Je pense que je ne crois pas que ce soit juste une chose. Ouais, Je pense que c'est une combinaison de choses. Il faut reprendre la vision. Alors, c'est quoi l'objectif de ce que l'on fait? Je pense que de travailler avec des gens qui ont des compétences complémentaires, qui peuvent enrichir la solution et en faire une solution. Il y a une technologie, si je pense là à l'environnement, technologie de la santé, oui, il y a la technologie, mais pour qu'elle devienne une solution, elle doit être complétée vraiment par comment s'adresser aux bonnes personnes pour combler un besoin de façon aussi personnalisée que possible. C'est de voir comment cet outil peut être utilisé aussi par les gens qui vont faire la prestation de soins, évidemment par la personne qui va recevoir. Il faut aussi pouvoir anticiper les étapes de maturation d'une solution de façon à pouvoir dire, OK, j'ai besoin des éléments suivants qui sont des prérequis, non pas juste intuitifs, là, mais à l'occasion explicite, par exemple, tout l'aspect réglementaire, il faut le prévoir, il faut le préparer, il faut l'anticiper. Alors, travailler avec des gens qui peuvent élargir le cercle de compétences aussi, de façon à dérisquer le processus le plus possible puis à maximiser les chances de succès. Excellent, merci Diane. Oui, Dr. Brunel. Un petit point, tout à fait d'accord avec ce que Diane vient de dire. Dr. Lieberman, il y a 2 points. Premier, il faut être sûr que votre idée va apporter de la valeur et bien définir pour qui. Ouais. Le deuxième, et que lorsque vous êtes un investisseur quel qu'il soit, la deuxième question, c'est avez-vous l'équipe pour le réaliser? Si vous n'avez pas l'équipe pour le réaliser, l'idée peut être la plus magnifique qui soit, elle ne se fera pas. Si vous avez l'équipe pour le réaliser, tout le reste découlera. Puis c'est là encore où le KISS pourra vous accompagner dans toutes ces étapes. Ou MedTech Plus d'ailleurs, puisqu'on est partenaire. Voilà. Excellent. Merci à Dr. Lieberman pour vos 2 questions. Une question d'Audrey. Comment motiver les futures générations à prendre part aux communautés d'innovation et à s'impliquer, Dr. Brunet? Je pense que aujourd'hui, les plus jeunes d'entre nous ont une vision de plus en plus de risque pour la santé de l'humanité au sens large. Et d'ailleurs, je ne parle pas que des êtres humains. On a de plus en plus, et on le voit dans tous les forums de discussion, dans toutes les conférences, une implication citoyenne des plus jeunes vers une vision à la fois de santé de la planète, de santé des espèces qui y vivent et pas uniquement humaines. Puis vous savez très bien que de toute façon, tout est intriqué. Donc si on a la Terre qui n'est plus capable de produire, les gens vont tout simplement mourir de faim ou bien de guerre, etc. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne va pas y avoir besoin de les motiver. Il va y avoir besoin de leur dire, aujourd'hui, vous avez un endroit où vous pouvez exprimer tout ça et on va vous aider à l'amplifier. Parce que c'est plus une question de comment, non pas motiver, mais comment cette motivation peut-elle s'exprimer. Et vous voyez, lorsque le CHUM a décidé, sur l'initiative d'un de nos collègues anesthésistes, Dr William, de devenir carboneutre. On a dit 20-40, bon, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais on va faire tout pour. Et puis on a décidé ça au niveau de notre conseil d'administration et de toute notre direction. Là, il n'y a pas eu besoin de motiver. Beaucoup de gens ont dit on veut en faire partie, puis on veut y être, puis on veut. Donc, c'est comment
aider à ce que cette motivation ne retombe pas ou ne s'exprime pas dans des versions plus négatives que positives. Tout à fait, puis on l'a vu, puis j'aimerais poser la même question à Diane, mais j'aimerais vous parler un peu de ce qu'on voit dans l'Académie d'été du CHUM. Chaque année, on reçoit pendant 2 semaines des jeunes étudiants de secondaire 4 et 5, puis on les voit engagés, ils veulent avoir un impact sociétal. Ils nous demandent de revenir en stage, ces jeunes-là, je veux dire, c'est la fin du secondaire, puis je pense que ces générations-là, il faut être à leur écoute, mais pas juste être à l'écoute, mais les impliquer. Mais Diane, dernière question, comment vous pensez qu'on peut motiver ces futures générations à s'impliquer pour les grands défis de société? Ben, Cathy, je pense que tu as abordé le point central, c'est de les faire participer. Oui, c'est ça, exact. C'est de leur donner des occasions où ils vont faire partie d'équipes. Et c'est des équipes variées. Il y en a certaines, ça peut être dans le réseau de la santé. Il y en a d'autres, c'est plutôt des aspects, des activités ou des initiatives qui sont plus de la communauté. Participer dans un projet ou une initiative avec des entreprises pour qu'ils voient. Exact. Puis qu'ils sentent aussi qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des choses qu'on peut apprendre parce qu'on a des cours, on a des formations, on a des mises en situation, mais d'être en contact avec les gens, on apprend des choses qui ne sont pas dans les livres, ni sur l'Internet, Exact. ni nécessairement dans un cursus structuré. C'est vraiment le sport de contact avec la réalité. Et ça donne des dimensions et ça vient chercher des choses qui sont très, très différentes Tout à fait. et additionnelles. Merci à vous, cher public, pour ces excellentes questions. On arrive à notre fin. Donc, le prochain Innovation Plus, c'est Innovation plus apprentissage avec Nathalie Beaulieu, notre directrice de l'enseignement et l'académie, et Nadia Nafi, qui est professeure et chercheur à l'Université de Laval. J'ai introduit la question relais. Donc, Diane, quelle est votre question relais pour nos prochaines conférencières sur Innovation plus apprentissage? Moi, un point qui me fascine toujours, c'est comment faire la gestion de changement. Alors, comment intégrer, comment transformer, comment faire arriver les choses pour que la valeur y soit et qu'il y ait de l'impact réel. Mais cette notion, c'est plus qu'une notion, ce processus de gestion de changement, il n'est pas simple. Alors, j'aimerais beaucoup faire éclairer ma lanterne. Excellent. Et Dr. Brunet, votre question relais? Je pense que la question relais sur l'enseignement ou la formation actuellement, c'est, puis un peu dans le prolongement de Diane, comment faire en sorte que l'ensemble des innovations qui vont arriver dans les années qui viennent puissent être assimilées, utilisées par les personnes qui vont avoir accès à ces innovations. Puis là, la question, c'est, oui, gestion du changement, mais gestion du changement continu, permanent. Et donc, comment former les intervenants, y compris les citoyens, les patients, les aidants naturels ou les familles aidantes, pour s'adapter sans cesse à toutes les innovations. Si on prend par exemple dans les soins à domicile que Diane avait évoqué tout à l'heure, il va y avoir un ensemble d'innovations qui vont permettre de prolonger le maintien à domicile. Mais ces innovations, elles ne sont pas faciles à comprendre, à intégrer et à utiliser. Il va donc falloir former tous les acteurs de cette communauté, en l'occurrence familiale, mais qui peut être municipale, qui peut être pour qu'ils puissent utiliser l'ensemble de ces innovations ou de ces changements, s'y adapter, se les approprier et les utiliser de façon optimale. Donc, comment réaliser ça pour nos deux futurs panélistes? Excellent, merci. Alors, vous savez qu'Innovation Plus, c'est un moment d'innovation. Le prochain, c'est attendez. 5. Attends, avant. 5 décembre. Je vais vous céder la parole pour parler d'innovation du 5 décembre. Et un de nos partenaires clés, c'est MedTech Plus. Parlez-nous un peu d'innovation du 5 décembre avant que je trouve la date du prochain Innovation Plus. Dr. Brunet. Tu avais dit innovation, c'est pour ça que je me suis permis de dire le 5. Alors, Innovation qui aura lieu le 5 décembre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en 30 secondes pendant que je trouve la date du prochain Innovation Plus? Allez-y. Innovation pour le 5 décembre qui va se passer ici,
dans cet espace communication au sens large, donc pas uniquement l'auditorium, mais les salles autour, a pour objectif le matin de décrire notre écosystème actuel et l'après-midi de trouver des pistes de solutions pour le renforcer, l'accélérer et faire en sorte qu'il apporte de la richesse sociale à travers un développement économique pour soutenir la santé de la population et le système de soins du Québec. Alors, c'est un rendez-vous le 5 décembre et Innovation Plus, qui est un moment d'innovation, le 14 décembre à la même heure. Merci énormément à vous deux. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et au plaisir de vous voir le 5 décembre et le 14 décembre. Bonne journée tout le monde. Merci, Madame Malas. Merci beaucoup. Merci, c'était super. C'était un balado Innovation.